Je vais laisser la parole à Lorenz Winkel, qui est professeur émérite à l'université Erasmus de Rotterdam et qui va donc nous parler du sujet suivant pour une nouvelle histoire des idées juridiques, réflexion autour de Cujas et de son homologue Grotius. Cher Lorenz. Merci, Monsieur le Président. Bien naturellement, il me faut remercier premièrement les organisateurs de ce colloque pour m'avoir donné l'occasion de parler ici, car je considère ça comme un très grand honneur. J'ai intitulé mon petit exposé avec un titre un peu immodeste pour une nouvelle histoire des idées juridiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'ai cru bon de comparaître les deux juristes, Cujas et Grotius, en faisant la comparaison de leur utilisation des sources antiques. Là, il y a une très grande différence. Quelques mots sur Jacques Cujas, archi connu. Jacques Cujas naquit à Toulouse en 1522, où il s'inscrivit dans les années 30 pour les études juridiques. Il provenait d'un milieu proto-industriel. Son père était actif dans le premier stade de l'industrie textile à Toulouse. Selon Pierre Ménard, à qui nous devons un article très impressionnant sur Cujas, paru dans les années 50 du siècle dernier, Cujas était étudiant du droit à Toulouse entre 536 et 1544. Et il fut l'élève d'Arnaud Dufferrier, tout comme Hugues Donneau, qui était né quelques ans plus tard que lui, en 1527. Une chose reste remarquable, et c'était déjà la première chose que je n'ai pas compris. Dans toutes les bibliographies modernes, Cujas est décrit comme autodidacte en grec et en latin. De toute façon, il manque d'indices pour une carrière scolaire dans les langues classiques. Mais j'hésite sur ce point. Notamment le grec, il me semble, est, même pour un homme de grande intelligence comme Cujas, trop difficile pour l'apprendre sans aucun enseignement. Cette opinion que Cujas est autodidacte se base néanmoins sur une seule source du XIXe siècle, Ernst Spangenberg, Jakob Cujas und seine Zeitgenosse, un livre publié en 1822. Ce livre se base à son tour sur une publication biographique de Cujas de la main de Jacques Berriat-Saint-Pré, et à son tour, il se base sur une biographie de Papirius Masson, et c'est très étrange, la première fois qu'on lit dans la littérature le mot autodidactos. C'est très, très marrant. On n'indique aucune source dans les archives, et malheureusement, ceci n'est pas le seul énigme à son égard. Je reviendrai encore sur ce point. Peut-être je pourrais expliquer moi-même la découverte de Cujas et ses œuvres. Je l'ai découvert
et ces livres dans la bibliothèque de l'Université de Toulouse il y a presque 50 ans, pendant mes recherches sur le lien entre le problème juridique de l'erreur de droit, plus connu sous la forme « nul n'est censé ignorer la loi » et ses sources dans la littérature juridique et philosophique de l'Antiquité. C'était la continuation et l'approfondissement d'un mémoire sur le problème de l'erreur de droit que j'ai écrit pendant mes études juridiques à Amsterdam. Avant la licence. Ces recherches approfondies commençaient en 1974. Le problème de l'erreur de droit est un problème intéressant et fondamental, non seulement dans la pratique, j'ai quelques expériences comme juge, et le problème de l'erreur de droit est assez souvent présent dans l'auditoire du juge. Mais c'est aussi un problème qui est très intéressant dans la théorie. La bibliothèque de Toulouse contient et contenait encore bien entendu une collection très riche des œuvres de Cujas. Et j'avais le privilège de pouvoir consulter non seulement l'édition de 1658 de ses opéras Omnia, mais aussi l'édition qui est devenue plus rare à cause d'un incendie, celle de 1722. À ce moment-là, j'ai fait une découverte qui s'est prouvée décisive pour ma carrière comme historien de droit. Dans son commentaire sur les titres du digeste et du codex, Cujas réfère à Aristote. Depuis ce moment, j'ai fait de recherches, non seulement dans la philosophie d'Aristote, mais aussi dans les autres formes de philosophie grecque relevant pour le développement de la pensée juridique, et j'ai essayé depuis de lier certains textes philosophiques avec les fragments du Corpus Juris Civilis. D'autant que je l'ai vu, la mention d'Aristote dans les œuvres de Cujas n'est pas du tout exceptionnelle. Bien au contraire, elle s'inscrit dans l'humanisme juridique. La liste des citations de la littérature antique dans les œuvres de Cujas, quand même, est exceptionnellement riche. Cujas ne se contente pas de citer les noms usuels des grands auteurs antiques, mais il cite aussi les orateurs et les philosophes de moindre importance. Et en plus, il cite aussi les historiens et les poètes de l'Antiquité. C'est ainsi que j'ai pu découvrir une relation importante entre la philosophie grecque et le droit romain par cette seule citation d'Aristote sur le problème de l'erreur de droit. Cujas le cite notamment dans son commentaire au titre 1.18 du Codex et au digeste le titre 22.6. Ces deux titres concernent l'erreur de droit et l'erreur de fait de iuris et facti ignorantia. Mais Cujas va plus loin. Il y donne un critère directement emprunté à Aristote pour juger les cas de iuris et facti ignorantia. Et ce critère n'est pas immédiatement visible dans le corpus juris lui-même. L'erreur de droit est nuisible dans les cas où il est facile de connaître
les normes applicables. Ces références, cet ensemble de références montre déjà une connaissance très profonde du Cujas, du noyau de la philosophie grecque, qui est caractérisé par un intellectualisme dans le domaine de l'éthique, ce qui est vrai notamment pour la philosophie d'Aristote. En bref, pour le philosophe grec, la connaissance de la norme ou de la loi garantit déjà son application. La vraie connaissance de la loi est l'obéissance immédiate à la loi. Il y a quelques possibilités pour expliquer cette citation. La très grande intelligence de Cujas, bien sûr. Son ars combinatoria à cet égard, qu'il a partagé avec le philosophe antérieur Raymond Lull du XIIIe siècle, qui était tellement important pour la classification des phénomènes scientifiques. En bref, Cujas avait la capacité de percevoir la cohérence des phénomènes juridiques et philosophiques. Cela pose déjà le problème de la relation de Cujas avec ses sources de la littérature antique. Bien sûr, au XVIe siècle, on dit souvent, de manière, à mon avis, trop généralisée, Graeca leguntur. Mais cette phrase à elle seule est évidemment beaucoup trop simpliste pour expliquer l'apparition soudaine au cours du XVIe siècle de multiples références à la littérature grecque. Et la question importante se pose: de quelle manière Cujas a-t-il pris connaissance du grec? Je viens de le dire, dans la littérature, on trouve quasi toujours que Cujas aurait été autodidacte. Il s'agit ici d'un problème très important, mais malheureusement très mal recherché. Il me faut avouer que je n'ai pas encore fait beaucoup de progrès à cet égard. Cependant, on pourrait peut-être avancer plusieurs hypothèses. L'opinion selon laquelle Cujas est autodidacte est soutenue par Ernst Sparrenberg dans sa monographie Cujas und seine Zeitgenossen, un livre, un fruit de l'école historique de Savigny de l'année 1822 et caractéristiquement pour l'époque en allemand. La langue du débat philosophique et juridique à cette époque. Toutefois, je considère cette possibilité comme très improbable. La langue grecque est tout simplement trop difficile pour l'apprendre sans guide. C'est pourquoi les remarques de Pierre Menard sur l'éducation de Cujas sont plus appropriées. Mais il n'a pas pu trouver la manière de laquelle Cujas a appris la langue grecque. Il y a à première vue, à cet égard, une grave lacune inexplicable dans les recherches sur le début des études grecques au XVe et au XVIe siècle. Et en outre, dans l'ouvrage fondamental de Helmut Kohlin, Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Privatrechtsgeschichte, zweiter Band, das Zeitalter des gemeinen Rechts, dans lequel on pourrait expecter une explication pour l'apparition des études grecques, on en trouve pratiquement rien. Et je n'ai pas pu résoudre ce problème important. Mais je crois qu'il nous faut reculer dans le temps et en faisant ça, il devient plus clair ce qui s'est passé à l'égard des connaissances du grec en Europe occidentale.
j'en ferai un essai très superficiel et modeste. Je crois que le transfert du grec dans ses aspects linguistiques et philosophiques à l'Occident, à la fin du Moyen Âge, est étroitement lié aux événements politiques du XVe siècle, notamment au déclin graduel de l'Empire byzantin. Et maintenant, je vais évoquer une figure qui est trop souvent oubliée. C'est le cardinal Bessarion, qui a vécu au XVe siècle. Son nom n'apparaît même pas dans le livre de Domenico Maffei, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, dans lequel celui-ci explore le début de l'humanisme juridique. C'est une chose vraiment étonnante. Et il faut se réaliser que malgré quelques recherches exploratoires, le premier stage de l'intégration du grec dans la culture de l'Europe occidentale sont encore très mal recherchés. On se borne normalement par signaler quelques événements politiques qui seraient à la base de la Renaissance, comme la conquête de Constantinople par les Turcs en 1463, qui aurait causé un brain drain vers l'Italie. C'est une histoire purement institutionnelle liée à la décadence graduelle de l'Empire byzantin, affaibli par la pression des armées turques. Il faut absolument complémenter cette histoire avec les éléments sur le plan religieux et sur le plan politique. Je crois être capable de trouver un indice pour son influence sur l'humanisme juridique, car j'ai trouvé 7 personnages clés. C'est le cardinal Basilius Bessarion, qui est bien cité à quelques endroits par Troye, dans son livre grec Aliguntur, un livre d'ailleurs qui se restreint à l'histoire textuelle du corpus juris civilis, et il traite bien l'influence des sources byzantines sur l'amélioration du texte du corpus juris civilis. Mais Bessarion n'est pas, par exemple, mentionné par Ernst Pamberg dans son livre sur Kucher. Il en était très probablement pas conscient. Nous savons maintenant que Bessarion visitait l'Italie comme envoyé de l'empereur byzantin. Il était présent, par exemple, au concile de Ferrara en 1439. Il y a plaidé pour un soutien à Byzance dans la lutte contre les Turcs. Mais ensuite, Bessarion est resté en Italie et s'est converti au catholicisme, et il est devenu même cardinal dans l'Église catholique. Dans cette qualité, il participa au concile de Ferrara. En même temps, il était un très grand collectionneur des livres. Ce fait a été bien signalé par Hans-Erich Troye. Vers la fin de sa vie, Bessarion a lui-même vendu sa librairie et sa bibliothèque, et la bibliothèque fut transférée au palais Saint-Marc de Venise en 1468. Les ouvrages de cette bibliothèque sont même maintenant une des sources principales pour étudier de plus près le transfert des idées qui ont mené à la Renaissance. Quelques éléments commémoratifs de Bessarion subsistent jusqu'à nos jours. Par exemple, la Casa di Bessarione à Rome et la collection
impressionnant des manuscrits à Venise. Je suis un peu désolé de ne pouvoir pas continuer cette histoire avec un exposé bien régulier sur la manière dont la connaissance du grec a mené aux connaissances qui ont été usuelles au XVIe siècle. Alors, il y a un grand travail encore à faire. Et je ne suis qu'au début de ce travail. Je continue avec quelques mots sur mon second sujet, c'est Grotius. Pour bien comprendre le lien entre l'humanisme juridique en France et aux Pays-Bas, il est important de mettre en avant l'histoire du protestantisme en France et la répression et le meurtre des protestants sous Charles IX qui avait lieu pendant la nuit de Saint-Bartholomé en 1572 et après. Ces événements violents sont à la base de la fuite des juristes huguenots vers les Pays-Bas. Un exemple principal, important, Hugues Donellus, qui a pendant 9 ans a enseigné à la nouvelle université de Leyde. On pourrait poser la question, Grotius, il cite Cujas, oui, mais d'une manière un peu décevante. Principalement, il cite les observationes et emendationes. Il y a une croissance des citations de Cujas dans les éditions successives de l'ouvrage principal de Grotius, De Jure Belli ac Pacis. Dans la version écrite de cette communication, je vais en donner quelques exemples. La divulgation des observations et emendations aux Pays-Bas, on peut dire que c'est apparemment l'œuvre de Cujas la plus répandue. Les recherches provisoires dans le catalogue des bibliothèques l'ont montré. Mais est-ce qu'il y avait déjà à Leyde, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, un enseignement qui était basé sur les œuvres de Cujas? Est-ce que Grotius, qui était un étudiant très irrégulier, a-t-il connu déjà de bonne heure les ouvrages de Cujas? En 1625, il ne connaît apparemment que les observationes et emendationes et les œuvres de Cujas sur le droit féodal. Ensuite, ses connaissances des œuvres de Cujas ne se sont que légèrement augmentées. Néanmoins, il faut expliquer le parallélisme entre Cujas et Grotius. Et ça, c'est une tâche très intéressante. Le mode de l'opération des humanistes au XVIe et au XVIIe siècle. Grotius n'utilise guère les autres ouvrages de Cujas. On peut le constater bien clairement à l'aide des notes publiées par Robert Feenstra, mon vénéré maître dans les affaires de Grotius, dans son édition standard de De Jure Belli ac Pacis. L'édition des Opera Omnia de Cujas
a été publié, a été paru bien après la mort de Grotius, 13 ans après sa mort en 1658. Alors, la divulgation des ouvrages imprimés de Cujas reste au problème. Parfois, la disponibilité peut être reconstruite à l'aide des catalogues anciens et modernes. Mais c'était une tâche tellement étendue que je ne l'ai pas encore fait. Grâce aux recherches minutieuses de Robert Feenstra, on peut suivre le chemin intellectuel de Grotius, car il a analysé les sources de Grotius dans son édition standard de De Jure Belli ac Pacis. Une chose importante s'ensuit. Grotius ne cite les Paratitla Codicem de Cujas seulement en 1642. Et dans la même édition, il commence à citer aussi la Paratitla Indigesta. Ces œuvres, quand même, ne sont pas accessibles de la même façon. Grotius ne cite pas, par exemple, les commentaires plus étendus de Cujas sur les titres que j'ai le mieux étudiés, le titre 22.6 du Digeste et le titre 1.18 du Codex, car ils ne sont pas accessibles de la même manière. Généralement, Grotius ne cite pas les commentaires du Cujas. Ça veut dire qu'il ne les a pas connus. Les commentaires de Cujas sur le Digeste n'ont pas été publiés avant la mort de Grotius. On dit toujours dans l'humanisme, on met l'accent aussi sur une nouvelle systématisation des phénomènes juridiques. On avance le système des instituts, de Justinien bien sûr, au lieu de l'ordo legum. Cet accent, de mettre l'accent sur les instituts, ne provient certainement pas de Cujas, mais à son origine dans les œuvres de Donno, qui était de quelques années plus jeune que Cujas. Cujas suit encore le plus souvent l'ordo legum, et dans ce sens, il reste fortement implanté dans la tradition médiévale, chose remarquable et pas souvent mentionnée. Et dans ce sens, Donno, qui a la tendance de constituer tout le droit sur la base des instituts, est beaucoup plus moderne. Mais Cujas est humaniste dans ses citations de la littérature grecque. Je viens de mentionner déjà sa citation d'Aristote, mais il y a une très grande liste des citations de Cujas de la littérature grecque. Les poètes, les philosophes de moindre importance aussi, quelques philosophes d'après l'époque d'Aristote ont été cités. Il faut signaler quand même que Cujas mentionne à plusieurs endroits Aristote, tandis que ces citations du stoïcisme sont faites d'une manière plus implicite. Et là, on a le renouvellement chez Grotius. Il cite dans les prolégomènes de De Jure Belli ac Pacis, il cite l'Appetitus Societatis,
Et dans la note, il nous donne la traduction en grec. Oike osis. Ça, c'est un renouvellement décisif par rapport à l'approche des sources de Cujas. Dès maintenant, le stoïcisme va l'emporter. Mais ça se pose le problème de la découverte du stoïcisme dans la Renaissance. Un courant philosophique qui n'a pas sa base dans une littérature articulée comme Platon et Aristote, mais doit être reconstruit par une multitude de références indirectes. Notre connaissance actuelle du stoïcisme est beaucoup plus grande que pendant l'époque de Grotius. Mais il faut se réaliser que le rétablissement des sources au début du XXe siècle de Hans von Arnim, dans son œuvre principale Stoicorum Veterum Fragmenta, était un moment décisif. Il a précédé cette collection des fragments du stoïcisme d'une introduction en latin qui contient des références très précieuses sur la manière dont il a rassemblé les citations. Avant cette publication, un corpus des textes de philosophie stoïcienne n'a pas existé. Alors, il faut être conscient toujours qu'on n'a pas un ouvrage de la Renaissance sur le stoïcisme. Seulement Grotius l'a mis en avance. Je voudrais terminer avec quelques remarques de méthode. L'histoire chronologique des idées nous donne une consécution des événements, mais rarement les causes explicatives pour cette consécution. C'est un problème fondamental de la philosophie d'histoire, mais aussi de l'histoire de la philosophie. Voici ma contribution très modeste à l'histoire de la divulgation des idées de Cujas, aussi dans les ouvrages de Grotius. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Charles Lorenz, pour ta contribution, qui est d'abord revenue sur un point important qui est la construction des mythes autour de la figure de Cujas, avec ce mythe de son génie autodidacte, effectivement, qui, en particulier pour l'apprentissage du grec, doit être remis en cause. Et je me souviens, je pense qu'à l'occasion de ma soutenance de thèse, nous avions eu cette discussion aussi avec Jacques Crinen qui évoquait le fait que peut-être on pouvait regarder vers Gouvéa et à Toulouse aussi l'importance potentiellement, on revient toujours à Toulouse, d'existence de petits cénacles dans lesquels on enseigne le grec. Et donc effectivement, il est peu probable qu'il l'ait enseigné, qu'il l'ait appris par lui-même. Et puis ensuite, sur la circulation, évidemment, des idées et sur la difficulté de réinstaurer cette chaîne dans la circulation des idées et des usages qui en sont faits. Et Grotius est évidemment un jalon très, très important
la postérité de l'humanisme, et sans doute beaucoup plus la postérité d'autres auteurs que Jacques Cujas. Et c'est assez intéressant, encore une fois, de voir que ce que cite Grotius, c'est évidemment principalement les Observationes et Mendaciones, tout comme c'est le cas dans les autres pays. Ça, c'est vraiment l'ouvrage majeur de Cujas, mais aussi, encore une fois, encore et toujours, son droit féodal, dont il faut donc vraiment mesurer l'importance. Et on considère souvent que le droit féodal, ça disparaît à l'époque moderne, et en réalité, on voit que ces éditions, qu'on peut qualifier de cette édition scientifique, véritablement donnée par Cujas, au XVIe siècle, contribue encore très très largement à sa postérité dans les siècles suivants. Je m'arrête ici et nous avons le temps donc encore pour un échange avec la salle.